Salut David, ça va bien? Bonjour Marc-André, bien sûr. Ouais, bienvenue à De dehors. De dehors, qui est un podcast qui va traiter de plein air et d'autres sujets connexes. En fait, comme David et moi, on discute souvent, on sait où ça part, mais on sait pas trop où ça va finir. On sait jamais ça. Donc, aujourd'hui, c'est notre premier épisode, puis on a plusieurs sujets variés. Écoutez, on va vous présenter, en fait, une randonnée qui nous a plu, puis toutes sortes de sujets qui vont vous permettre un peu de nous connaître, puis de savoir on est un peu quel style d'aventurier. Donc, c'est ça pour l'intro. Moi, c'est Marc-André. Écoutez, je suis un jeune ingénieur. On est actuellement à l'École de technologie supérieure. On a diplômé il y a quelques années. David, qui est un vétéran de la radio, qui avait encore des contacts. Donc, on emprunte les locaux pour profiter des micros, des consoles maintenant virtuelles. Exactement. On s'est dit que les gens de la radio Piranha c'était en déchéance, donc on a décidé qu'il fallait qu'on remette ça sur le droit chemin. Donc on a décidé qu'on venait faire un petit tour à la radio Piranha. Donc en même temps, on va leur donner un petit shout-out. C'est radiopiranha.com si vous voulez écouter de la musique constamment en live 24 heures sur 24. Donc c'est ça, on est vraiment reconnaissant qu'ils puissent nous prêter tout leur équipement de façon gratuite. Donc je pense que David avait raison de le souligner. Exactement. Donc avant qu'on commence tout ça, Marc-André, dis-moi, pourquoi est-ce que on a décidé de faire ce podcast-là exactement? Je pense que premièrement, c'est pour combler un vide. On n'a pas trouvé dans la faune des podcasts québécois quelque chose qui nous intéressait puis qui traitait de ces sujets-là. Donc Dave et moi, on est des fans de plein air, puis qu'on est jeunes, on aime bien aller jouer de dehors. En effet, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que le mot « de » se met au début de chaque fois qu'on dit le podcast « de dehors ». Ça vient d'une... Comment dire? Un running gag? C'est un running gag, je dirais. Le tout a commencé lorsque Flamand a décidé de nous corriger lorsqu'on utilisait le mot « en dessous ». Mais Flamand n'aimait pas le mot « en dessous ». Ouais, c'est ça. Moi, souvent, j'aime bien parler d'une façon un peu, une façon de région quand je suis Pocaille, si on veut, quand je suis en randonnée. Donc, au lieu de dire en dessous, je disais en dessous. Donc, Non. En dessous. En dessous, ouais. Initialement, le tout a commencé avec en dessous. Et par la suite, nous, pour commencer à gosser un petit peu Flamand, qui lui utilisait les mots en dessous, nous, on a commencé à dire en dessous. Donc voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de pourquoi le podcast se nomme De dehors. De dehors, hein. C'est surtout parce qu'il y a le mot dehors, je crois. Entre autres. Super, donc vous avez un peu un aperçu des sujets qu'on va traiter, mais en fait, vous n'en avez aucune idée pour l'instant. Donc comme on dit, on sait où ça commence, mais on sait pas trop où ça va finir. Exactement. Puis la raison pourquoi est-ce que dans le fond on voulait un peu faire ça, c'est que parfois on va sur online, on trouve des forums, mais c'est pas toujours clair les trails ou où est-ce qu'il faut commencer, qu'est-ce qu'on a le droit, c'est comment que c'est difficile. Les trails, on s'entend que de nos jours c'est facile, intermédiaire, difficile. Mais parfois, il y a d'autres informations qui sont plus intéressantes dans des trails, comme par exemple les spots où arrêter. Plus d'informations aussi sur les trails. Mm-hmm. Voir quel trail qui fait quoi. Puis pour en revenir un peu sur la cotation que tu dis facile, difficile, intermédiaire, c'est souvent pas clair. Parce que pour une montagne donnée, il peut y avoir dans un premier temps plusieurs sentiers, puis les conditions environnementales vont faire un gros impact sur la difficulté de la trail. Puis aussi le rythme à laquelle tu chemines dans le sentier. N'importe quel sentier qui peut être coté facile, si tu le fais à course, c'est dur. Aussi, on parle toujours de la météo. Parce que break and trail avec 1 mètre de poudre versus faire une trail sur de la garnotte en été, c'est pas la même game. Exactement. Donc, on va essayer un peu de clarifier tout ça. On va vous partager nos expériences. On n'a pas la prétention de dire que on est les meilleurs randonneurs ou quoi que ce soit. On va vous partager notre point de vue, notre opinion. Ça vaut ce que ça vaut, puis on espère que ça va vous divertir. Vous divertir, en fait. On veut juste divertir et en parler un peu. Exactement. En fait, ce qu'on voulait reproduire, c'est un peu toutes les discussions qu'on a en randonnée puis les enregistrer. C'est sûr que ce serait pas l'idéal de traîner les consoles en randonnée, déjà qu'on a pas mal de stock avec nous. Ça serait un bon petit training, je pense. Ouais, surtout avec une console virtuelle. Puis une bonne batterie dans le dos, là. Ouais, c'est une ça, bonne batterie marine, là. C'est fort, ça, là. Écoute, ça starte un boat, pas pire. Ok, c'est bon. Là, Dave, toi, pour la première partie de l'émission, tu voulais nous parler d'une randonnée qui t'a marqué. Marqué. En effet. Dans le fond, c'est ma première randonnée des géants qu'on appelle des Adirondacks. Mm-hmm.
Donc, la montagne, ça prénomme Whiteface. Ouais, ça, c'est une randonnée qu'on a faite ensemble avec notre acolyte de randonnée, Jacques-Olivier, qui est pas avec nous en ce moment, qui est présentement dans l'Ouest canadien. Shout out à Jacques. Jacques, notre spécialiste de l'équipement. Oh. Il va sûrement faire des featuring bientôt. Ouais, je pense qu'on va l'inviter. On a fait cette randonnée-là autour du 26 novembre, si je me trompe pas. Donc, si on se situe un peu comme David disait dans le temps, la météo c'est important. À ce moment-là, au Québec, au niveau neige, il y en avait pas beaucoup, mais dans les montagnes là-bas, on sait que c'est différent. Exactement. Il y en avait beaucoup. Donc, on faisait face à une randonnée qui était plutôt de type hivernal, là. On s'entend que début de randonnée, c'était automne. On avait des feuilles partout. Les feuilles restaient pris ces bâtons de marche. Mais un coup qu'on a passé les 3000 pieds, Ouais. on a commencé à avoir de la neige. Mais c'était pas de la grosse neige, là. C'était de la petite neige, mais quand même, au sommet, il y avait une bonne couche. C'est ça, l'accumulation au sol n'était pas nécessairement très, très importante. Cependant, avec les vents, puis justement les précipitations qu'il y avait à ce moment-là, on faisait face à des conditions qui étaient plutôt difficiles. Exactement. Donc, je vais commencer. On va parler premièrement de Whiteface, puis vous allez voir que ça va arriver couramment que on parle aussi des autres montagnes qui sont dans la même chaîne ou on peut les faire en combo ou les traverses ou ce genre de trucs-là. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode va porter sur Whiteface et le mont Esther. Juste pour vous situer, là, pour ceux qui sont vraiment débutants, le mont Whiteface, c'est dans l'État de New York, au nord, dans les Adirondacks. Les Adirondacks est un parc qui contient plusieurs sommets. Je n'ai pas le nombre en tête, là, du nombre de sommets. Nous, actuellement, on est en train de poursuivre les 46 plus hauts sommets des Adirondacks. C'est quoi ça? C'est depuis, je ne sais pas quelle année encore, les gens se rassemblent puis ils font les 46 sommets qui ont plus de 4000 pieds de haut. Donc, puis c'est basé sur la bonne foi des randonneurs. Puis à ce moment-là, aussitôt que les 46 sont effectués, on peut faire une demande à l'organisme. Puis je pense qu'ils nous envoient des collants. Non. Des écussons. Une patch pour mettre sur le sac à dos. Exactement, devenir un 46er. Ouais, c'est ça. Ça vient qu'un numéro de membre, donc on le sait depuis le début de l'histoire avec... Vas-tu te le faire tatouer, toi, ton numéro de membre? Je sais pas, mais je pense que le certificat va être quelque chose que je vais faire encadrer. Oh! On va mettre ça à ton bureau? Dans ton cubicule vert? Peut-être pas dans mon cubicule, ça ferait des jaloux au bureau, puis j'aurais peur. Je sais que nos ordinateurs, faut les attacher au bureau, donc j'imagine pas quelque chose qui a une valeur comme ça à mes yeux. Tu crois que quelqu'un va voler ton certificat? Je sais pas. Mais de la jalousie, tu sais que ça pousse l'homme à faire des choses qui sont très mal. Donc non, je pense que je vais le garder à la maison, mon certificat. Mais c'est vraiment basé sur l'honneur. Je veux dire, il y a personne qui va valider que tu as vraiment fait les 46 sommets. Puis si ça vous tente d'être de mauvaise foi, vous pouvez dès demain faire votre demande sur le site en remplissant des fausses dates. Puis vous allez... faisant un don de, je pense que c'est 10 ou 20 $ US. Donc c'est pas ouais, c'est sûr que le taux de change actuel nous favorise pas. Mais il nous fait pas du bien. Mais en échange d'un écusson, certains seraient prêts à faire bien des affaires. Beaucoup de choses. Donc, c'était pour situer un peu la montagne, pour ceux qui sont pas au courant. Whiteface, ça peut sonner une cloche aux gens. Donc, David, explique-nous d'où on peut peut-être se rappeler de cette montagne-là. Exactement. Whiteface, c'est, dans le fond, c'est là qu'on a eu les Jeux olympiques en 1980. Les Jeux de Lake Placid. Le lac Placide. Donc voilà, en 1980, les Jeux d'hiver, il y avait pas beaucoup de... On a fait des petites recherches, là. Il y avait pas beaucoup de sports dans ce temps-là. On avait seulement 6 sports, 10 disciplines. Donc on avait les classiques, là, bobsleigh, ski alpin, le hockey, aussi le hockey. Bien important. Mais on n'avait pas tout ce qu'on avait de nos jours, ce qu'on a pu voir récemment à Pyeongchang, mettons, le ski cross, ouais, le snowcross, le slopestyle. Le slopestyle. On n'avait pas toutes ces choses-là. Dans le temps, le monde n'était pas extrême comme nous le sommes maintenant. La luge double, parlant de sport extrême, est-ce que c'était aux Olympiques? La luge était présente. Il n'y avait pas le skeleton, mais la luge double. Oh, quel beau sport. Ouais. Moi, voir 2 hommes habillés en spandex, un sur l'autre, dévaler les pentes à 120 km/h. Oh, ça me donne des petits frissons. Ça te rappelle des nuits folles en ville. On va passer au suivant. Donc, c'est ça, c'est dans le coin de Lac Placide. Je veux dire, si on voit, il y a quand on passe, si on se perd, mettons qu'on se perd, qu'on prend la mauvaise rue, ben là, vous avez peut-être pogné le ski jumping complexe, qui est encore là, qui a l'air vraiment
en déchéance, je dirais, là, un peu brisé, mais toi, tu irais-tu? Tu irais-tu à Eddie the Eagle style? Eddie the Eagle, ouais, j'ai vu le film. Non, on sait que je suis pas un grand skieur. Un skieur du dimanche, je dirais même. Ben là, tout ça, tu dis que la rampe de ski, c'est pas loin. Toi, Dave, t'es de Montréal. Exactement. Par où tu passes pour aller, mettons, en Whiteface? Là, tu m'en poses une bonne, là. Parce que, en fait, on passe par les douanes de la colle. Je dirais c'est la 87, 89. Moi, je les mélange tout le temps. Je sais qu'il y en a une qui passe au Vermont, une à New York, mais Je pense 87, c'est Vermont, 89, c'est New York. Donc, en fait, tu prends le pont Champlain, tu prends la 15 vers le sud, puis à ce moment-là, t'arrives à la douane. Je sais que nous, on se rencontre souvent au Douglas. Le Douglas. De Napierville. Un établissement de première classe. Ouais, où les fins épicuriens se font des snacks avant d'aller en rando. Même un petit plaisir magique là-bas. Les sandwichs déjeuner réchauffés sous le réchaud avec le saran wrap tout collé dessus. Ouais, c'est ça. Là-bas, on fait chauffer le saran wrap. Ouais. Tout. Parce que ça rajoute de la saveur, on le sait, ça. Tout le monde le sait, ce genre d'affaire. Petit boss gratis. Exactement. Donc, maintenant qu'on en revient avec les Olympiques, moi, en fait, ce que je voulais amener, c'est aussi que, dans le fond, c'est les premiers Olympiques que les femmes faisaient le grand slalom. Ah, ouais. Ouais. En tout cas, avant, c'était limité aux hommes, cette discipline-là. Qui sait? OK, ça m'étonne. Ça m'étonne. Non, mais c'est ça. Donc c'est ça. Puis à partir de ce moment-là aussi, c'est la dernière fois que dans le fond les World Champions, là, je sais pas comment on les appelle, là, les World Championships, là, les championnats du monde. Ouais, on est français ici, on parle en français. Les championnats mondiaux, ça se faisait en même temps que les Jeux olympiques avant. C'est les derniers que c'était en même temps. Ouais, c'est ça, parce qu'à cette heure, je pense que les championnats mondiaux, c'est des compétitions qui sont séparées des Olympiques. Exactement. OK, c'est intéressant. Donc, si vous dans voulez le fond, savoir, là, le Canada, on a fini en 3e place dans le downhill masculin cette fois-là. Ah, ben intéressant. Donc, ça veut dire que si t'étais aux Olympiques, mettons, t'es Eddie the Eagle, puis tu fais le ski jump, puis tu as le malheur de gagner, t'es champion du monde en plus d'être champion olympique. Exactement. Mais t'as juste gagné une fois. Exactement. Est-ce qu'il recevait 2 médailles? Non. OK. En fait, je sais pas. Je dis ça de même. Ça Un autre serait fait absurde intéressant. qu'il y ait 2 médailles. Un peu, oui. Un autre fait intéressant que j'ai trouvé, c'est la première fois qu'on utilisait de la neige artificielle. Tu sais, de nos jours, c'est quelque chose courant d'utiliser de la neige artificielle. Même, je pense à Sochi, il y en a eu, ils ont fait que ça les mois avant. Puis même à Vancouver, il y a eu de la difficulté à faire de la neige. Ouais, Il fallait la chercher dans la montagne plus loin. Exactement. Il y avait des 32 roues, qui venaient puis qui dompaient ça. Et voilà sur les Olympiques. Les Olympiques de Whiteface. C'est pas Whiteface, c'était les Olympiques. Les Olympiques de Lac-Placide. Lac-Placide. On va vous mettre un petit logo là sur le site, là, vous allez voir, ça va être incroyable. Le logo est incroyable. On pourrait faire un genre de logo de nos jours. Je pense que les gens achèteraient ça puis mettraient ça sur des t-shirts. Ouais, hey, parlant de mettre des logos en ligne, tout ça, je vous rappelle qu'on a je vous annonce qu'on a une page Facebook, puis qu'on a une page Comment Instagram. subscribe. Puis écoutez, le show s'appelle De dehors, puis nos pages respectives s'appellent De dehors. Donc c'est facile First. c'est assez facile. Original. C'est assez facile à s'en rappeler. Puis je me doute aussi fort que si vous écoutez ça en ce moment, c'est que vous êtes déjà soit membre de l'une ou l'autre de nos pages. Donc c'était la plug réseaux sociaux. On va essayer aussi d'illustrer nos propos là-dessus. Donc Dave il parlait des Jeux olympiques, tout ça, du logo justement là, puis on va vous partager ça là-dessus. On va essayer de garder ça vivant. Puis c'est ça. Faire un album. Un album photo. On va te taguer. Épisode 1. Épisode 1. Ah bon, parfait. On va continuer avec l'histoire de la montagne. Donc, Whiteface, ce qui est intéressant aussi sur cette montagne-là, c'est qu'il y a du ski. Je sais pas s'il y a un autre high peak qu'on peut skier. Je parle du vrai ski, là, pas du hors-piste. Là. On s'entend que toutes les montagnes, on peut les faire en hors-piste, mais vraiment que tu peux, avec un chairlift, monter sur le top de la montagne. Je pense que c'est la seule. À ma connaissance, il y en a pas d'autres. Dans les high peaks. Je vais te poser une question. Moi, je suis randonneur et skieur. Du dimanche. Du dimanche, ouais, évidemment, je suis un skieur du dimanche. Des fois, il fait le samedi, mais on l'appelle quand même le skieur du dimanche. Puis là, je monte Whiteface par la rando que tu vas bientôt nous parler. Est-ce que je peux descendre dans les pistes en ski? Oui. Il y a un endroit qui traverse la trail, qui a un chairlift qui va jusque là. OK, donc, à ce moment-là, je descends puis j'arrive, mettons, dans le parking de la station de ski. Exactement. OK. Faut-il y aller avec 2 chars. Ouais, c'est sûr que... Deux Mahen.
c'est sûr que la randonnée, à part du lodge, à part pas du lodge, là. Non, la randonnée part pas du lodge. Dans le fond, ça, c'est un autre point. La randonnée, à part, ça dépend en fait quel trail vous voulez faire. Il y a une des trails, dans le fond, qui part du Wilmington Reservoir. Nous, c'est celle-là qu'on a pris. Mm-hmm. Je pense que c'est la plus connue aussi. Là, je pense que c'est celle que les gens utilisent le plus. Mais, si vous voulez, il y a aussi une possibilité de partir du Atmospheric Science Research Center. Ça va vous enlever 200 pieds d'élévation environ. OK, fait que dans le fond, tu montes 200 pieds de plus en char. Ouais, exactement. Ah, OK, ça fait du sens. Je sais que nous, c'est ça, on avait fait celle qui passait au réservoir. On avait-tu fait ça un samedi? On avait fait ça un samedi, oui, on a fait. Ce qui est le fun à savoir aussi, c'est qu'il y avait pas beaucoup de gens à cette montagne-là, malgré que c'est une montagne populaire. Encore une fois, très populaire. Encore une fois, on parlait des conditions atmosphériques. À toutes les fois qu'ils annoncent pas très beau, les sentiers se vident. Puis, en fait, à mon avis, là, parce que moi, j'aime pas le monde, c'est là où on a les plus belles randos. Sauvage. Ben, je suis pas un sauvage, là, mais oui. Ce que je veux dire, c'est que moi, quand je vais jouer dehors, c'est pas pour rencontrer du monde, c'est vraiment pour me retrouver entre amis puis avoir la paix. Donc, à ce moment-là, quand les températures sont pas favorables à la sortie, il y a beaucoup moins de monde. Fait que malgré le fait que c'est une montagne populaire, si on choisit notre journée, on peut quand même passer du temps un peu plus seul, là, donc un peu plus tranquille. Puis, à mon avis, ça ajoute au plaisir de la montagne, là. En effet. Donc, c'est ça, on parlait du ski sur la montagne. Ça fait depuis 1958 que la montagne de ski a été ouverte. Avant, c'était des cool dudes là, qui faisaient juste descendre random. Des dirtbags. Les dirtbags, comme on les appelle. Ils montaient sur le top puis ils descendaient ça. Mais c'est vraiment en 1958 que ça l'a ouvert officiellement. Mm-hmm. Ce que je trouvais quand même important. On va mettre une belle petite image aussi, une belle petite image promotionnelle de la montagne dans le temps. Ouais, une image rétro. Genre, la mode, ça revient, puis on le voit vraiment tout le temps. Donc, c'est ça, si on veut parler aussi d'un autre trail, c'est la trail qu'on peut faire via l'autoroute des vétérans. C'est la route 431, dans le fond, parce que Whiteface a une route, un peu comme le mont Washington, qui se rend jusqu'à son sommet, ou très près. Est-ce que, de la même façon que le mont Washington, on a un sticker quand on a monté avec notre char en haut, This Car Climb Whiteface? Je pense que c'est un classique, mais je sais pas. Faudrait aller voir le gift shop. On n'est jamais allé au gift shop. Non, c'est vrai, mais on a vu beaucoup de stickers pour le mont Washington. Fait que probablement qu'il y en a qui ont saisi l'occasion. Sinon, peut-être Sinon, let's go Etsy, Pinterest, let's go, montrez-nous ce que vous savez faire. Ouais, c'est vrai, des stickers pour la montagne. Mais quand on a monté, je vous rappelle qu'au mois de novembre, c'est pas la saison touristique pour la voiture. Les gens qui montent en voiture, c'est principalement l'été puis l'automne, vu qu'il y a des couleurs. Donc nous, rendus en haut, c'était fermé. Il y a une cabane, je sais pas comment on l'appelle en haut. Là, en fait, on peut en parler tout de suite. Dans le fond, sur le top, c'est une station météorologique. OK, c'est ça la cabane. Ouais, exactement. Donc la cabane, c'est ça qu'on appelle. Nous autres, elle était fermée, elle était pas ouverte, mais Elle était pas rouverte. Elle était pas dérouverte, en effet. Je pense que ça fait comme une 50aine d'années que c'est ouvert, cette petite station-là. Il y a vraiment, j'ai regardé tous les champs d'expertise qu'ils font puis qu'ils étudient. Il y a des affaires, je comprends même pas que c'est. Tu sais quoi ça, le Microphysics of Aerosol and Cloud Droplets? Microphysics of Aerosols and Cloud Droplets. Droplets? Ouais, droplets. Les petites gouttelettes? Ouais, les droplets. Tu sais quoi de la Mesoscale Meteorological Modeling Capabilities? Non, c'est probablement des gens qui vont beaucoup trop à l'école. Sont bons. Ils sont bons pour regarder les nuages. C'est là des gens qui montent en voiture, d'ailleurs. OK, les shots fired. OK, shots fired, c'est bon. OK, parfait. Donc, voilà. Il y a beaucoup de gens, l'été, à cette place-là, qui montent en véhicule puis qui font juste pique. Je pense que c'est comme 200 pieds ou 150 pieds qu'il faut que tu montes à pied. Du stationnement au sommet. Du stationnement de l'autoroute. L'autoroute, c'est ça qui est la 431. Cette autoroute-là, moi, j'avais un petit fait aussi. Ça a coûté 1,2 million la construire, mais... Ça a été construit pour les Jeux Olympiques? Non, ça a été construit en 1900. Ça a commencé en 1931, puis ça s'est fini en 1935. Puis ça, c'est 1,2 million, mais dans l'argent de notre temps. Combien tu penses que ça vaudrait de nos jours? OK, fait que 1,2 million genre au moment qu'ils l'ont construit. Ouais. Fait que tu as fait une petite... J'étais là online.
Inflation calculator. OK. Ouais, j'étais un gars plein de ressources. Fait que là, tu dis que ça a été fait en 38. Ça, 38? Ça a commencé en 31, ça s'est terminé en 35. En 35, fait que ça fait quasiment 83 ans. 83 ans. En effet. 2 c'est- plus 2 is 4. Minus 1 is 3. Quick math. OK, fait que je dirais 250 millions. Mais non. C'est 21 millions. Ah. Quand même, hein, pour une route qui sert juste à monter en haut. Pour les touristes. Mais j'imagine que ça doit apporter de l'eau au moulin là, Ouais. dans la région. Ils doivent mettre du gaz dans leur char avant de monter. En effet, Probablement. à Keene. À Keene qui est pas loin. En effet. Mhm. Donc, voilà, c'est ça. Hey, information cool. J'ai vu ça sur Facebook. Là, on va vous parler souvent des groupes qu'on consulte pour les randos qu'on fait pour avoir de l'information. Plein de bons divertissements. Ouais, j'ai vu du monde qui montait en rando puis qui descendait en ski via la route. Ben en fait dans la route parce que la route est fermée à la circulation l'hiver, là, ça serait trop compliqué à déneiger et à entretenir. Fait que là quand il y a beaucoup de neige, mais les gens peuvent descendre dans la route en ski ou en snow. Premièrement, il y a pas d'arbres. Deuxièmement, c'est je veux dire vu que c'est une route pavée, il y a pas de roches ni de troncs d'arbres ni tout ça. Donc ils se font du bon ski puis ce qui arrive, c'est que cette route-là arrive beaucoup plus proche du réservoir où la trail part que la station de ski. Donc, aussitôt rendu en bas, ben t'as moins de millage à faire en marchant avec tes bottes de ski. Donc, Intéressant. c'est intéressant. Ça que tu peux Non, faire c'est ça. cool. Puis probablement qu'il y a du monde qui doit faire ça en longboard l'hiver. L'été, excusez-moi, l'été. En longboard, Ouais, je sais qu'il y a du monde qui font de la descente, là, ça peut être cool. Depuis Sauf 18 que ans, moi, là. avec le trafic, je sais pas, mais probablement que ça se fait. Probablement que ça se fait. Pas peur. Déjà fait peur que ça brûler des rouges, moi. aurait pu laisser ma peau une couple de fois. Gravel aussi, il a failli. Gravel de passé proche. Ah, ouais. Alright. Donc, c'est ça. Le Whiteface, c'est quand même une des bonnes montagnes. Si je me souviens bien, je crois que c'est la 4e plus haute de la chaîne de montagnes des Adirondacks. La 5e. La 5e. Il y a Marcy, Algonquin, et Stack et Skylight En qui sont effet. devant elle. Donc, c'est ça, c'est 1484 mètres, quand même. C'est pas petit. Puis pour nos plus vieux auditeurs en pied, c'est combien ça? 4867. 4867. OK. Et la trail, dans le fond, si on part du réservoir, est supposée être une distance de 16,8 km. Aller-retour, si on parle. Mais, ce qu'on peut faire durant cette trail, c'est qu'on peut passer par Esther. Le mont Esther. Je pense que c'est quoi? C'est 1 heure aller-retour que ça nous a pris? C'est vraiment facile. À peu près. Vraiment facile. Puis Esther, encore une fois, c'est un des sommets dans les 46 plus hauts. J'ai-tu la liste? J'ai la liste, ça doit être Je peux te le dire, moi je l'ai ouvert devant moi, c'est le 28e. 28e, ouais, c'est ça. 4240 pieds. En effet. Tu disais 16,8 km, ça c'est aller-retour, donc T'arrêtes pas par Esther, par exemple. C'est vraiment, tu pars du réservoir, tu vas piquer à Whiteface, puis tu reviens au réservoir. mais c'est tu 16,8. descends par le même sentier. C'est pas une Exactement. boucle, donc En fait, la manière que ça marche, c'est que tu as un certain sentier qui se rend jusqu'à Esther, puis c'est le même que tu utilises soit pour faire Whiteface ou pour faire Esther. Rendu à un certain point, tu as un Y, tu fais à droite, ou tu vas à gauche pour aller à Whiteface. Mm-hmm. C'est quand même cool, parce que quand tu arrives au Y, c'est encore dans la forêt, puis tu vois, quand tu regardes au gauche, tu vois Whiteface au loin. Moi, j'aime toujours avoir un objectif. Ouais. J'aime toujours ça, voir les sommets quand on monte. Je comprends, moi du fois, ça n'a pas rapport, là, j'étais allé à la ville de New York, aller voir l'Empire State Building, si t'es dessus, mais tu le vois pas. Fait que tu vois pas le plus haut building de la ville. Fait que des fois, tu peux comme monter en ascenseur dans un plus petit building, mais tu vas voir le plus haut, puis c'est là que t'as de l'impression de grandeur. Donc, belle stratégie que tu nous partages là, Dave, d'aller voir l'objectif sur la plus grosse montagne. Exactement. Ok, Donc, c'est super. c'est ça. Ça, je pense que c'était un hike que je considérais difficile. Difficile. C'est sûr. Pour tout le monde, je dirais que le début est très à pic. Puis Mhm. quand ça commence à... En fait, le début, c'est du flat. Tu marches, puis tu sais pas Tu trop. passes à côté du réservoir, Exactement. les petits ponts, Mais ça. quand ça commence à monter, ça monte assez steady. Mhm. Puis c'est une bonne... en moyenne, les gens prennent 8 heures. Nous autres, je crois qu'on... Dans ces environs-là, me semble peut-être un peu plus rapide. On a quand même la tendance à aller rapidement. Nous autres, on Mhm. est quand même fort pour revenir vite. Mais je pense que Information. celle-là, c'était notre première.
on avait pris Ben, quand tu dis notre première, c'est notre première qu'on pourrait qualifier d'hivernale. Quand on est parti en bouche, si je me rappelle bien, on était en t-shirt, puis il était comme le 27 novembre, à peu près dans ces dates-là, 20 novembre. On était en t-shirt, là, il faisait vraiment chaud, gros soleil, puis avec l'effort, puis comme David dit, ça montait pas mal à pic en partant. On était en t-shirt, puis on a fini en haut à geler avec nos deux, trois couches, là. Donc, ce qui avait été difficile, puis ce qui nous a ralenti, c'est vraiment aussi les conditions atmosphériques, là. Ouais, mais je suis d'accord avec toi que c'en était une difficile. Puis en plus, aussi souvent, ce qui se passe avec les montagnes, c'est que des fois, c'est le côté mental. On est arrivé en haut de Whiteface, gros nuage, on voyait pas le lac, pas capable de voir le crocodile, parce que moi, je me suis dit, hey, c'est l'hiver. Crocodile dans le lac Placide, on va le voir, il va être sur le top, tu sais, brun sur blanc, on va le voir tout de suite. Mais non. On était dans les nuages, on pouvait pas le voir, le crocodile. Moi, ça m'énerve, Dave, il arrête pas de me parler du crocodile du lac Placide. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un excellent film. Puis j'ai aucune idée c'est quoi le crocodile du lac Placide. Tu sais, c'est pas genre un fake pour que Dave vous en parle. Là. Non, j'ai vraiment aucune idée c'est quoi. 1999, Lac Placide, le crocodile, énorme crocodile, je vous dis. Il faut voir ce film-là. Incroyable. Tu sais, juste pour vous faire 40% sur Rotten Tomato. Imaginez comment ça doit être bon, ce film-là. Les gens allez voir ça. Sont difficiles là-dessus. En plus, il y a le 1, le 2 et le 3, c'est une trilogie. Il y a 3 films du crocodile. J'ai jamais juste vu le premier, mais si t'es dans Flamand, on se claque le 1, 2, 3. C'est bon, on vous en parlera dans le prochain épisode. On va partir un podcast de review de films bientôt. C'est ça qu'on va faire. Alright. Non, mais moi, comme tu disais, je suis d'accord avec toi que c'était difficile comme hike. Ben, ici, le fait, je pense qu'il faut ajouter, c'était le premier hike d'hiver. Si on veut. Tu sais, on n'était pas l'hiver, là, c'est pour les puristes qui regardent les saisons, là. Première fois que je mettais des microspikes. C'est ça que tu mets dans tes pieds, toi, l'hiver? Oui. OK. Puis comment tes chevilles se portent? Mes chevilles se portent très bien. Donc ici, on a un petit insight qu'on peut peut-être partager avec vous autres. C'est qu'on fait partie d'un groupe Facebook. Un groupe Facebook que les gens parlent beaucoup des microspikes versus porter des crampons, versus porter des raquettes, versus des piolets, versus tout ce qui existe. Et les gens bâchent beaucoup sur les microspikes. Mais en fait, moi, j'ai commencé à croire que c'est juste parce qu'on est pauvre, hein, Flamand, puis que si on aurait des crampons, on les porterait, nos crampons aussi. Mais en ce moment, on a juste des microspikes, donc on s'arrange avec ça, et on n'a pas trop de misère. Non, on n'a pas de misère à les faire. Écoutez, ben c'est quelque chose que je pense que c'est une belle mesure mitoyenne entre les crampons d'alpinistes, là, comme on peut voir dans les films genre Everest ou ceux qui font de l'escalade de glace, puis pas rien mettre pantoute. Je dirais quoi, sur tes spikes, là, les dents là-dessus, ça a quoi? Ça a même pas un pouce? C'est beaucoup plus petit qu'un pouce. Un demi-pouce? Un demi-pouce, ouais. Un demi-pouce? Ouais, c'est ça, je dis. Un demi-pouce, maximum. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, tape un peu dans le fond, te pogne la glace, t'es correct. Ouais, puis on est On s'entend que monter, c'est pas là le problème. Le problème, plus souvent, c'est descendre, parce que oui, en effet, quand t'arrives, tu descends un sentier qui a qui a eu un waterfall dedans ou quelque chose, ben, que là, c'est complètement de la glace. Faut que tu y ailles ses côtés, puis faut que tu tiennes ses arbres. Mais ça fait partie de la game, ça. Il y a personne qui, même si t'as des crampons d'alpiniste, qui va s'enligner le sentier bien dans le centre puis qui va descendre. Il y a personne qui fait ça, là. Ah non, c'est clair. Puis sinon, toi, mettons, quand tu hikes l'hiver, là, tu t'en vas faire Whiteface demain, là, t'apportes quoi? Là, tu parlais de tes microspikes. Ça dépend toujours qu'est-ce que t'as à la portée de main, là. Mais mettons qu'on y va de base, là. Ouais, mettons low cost. Ben, il y a combien de neige à terre aussi? Ah, low cost? Ok, c'est bon, low cost. Low cost, mettons, il y a... Un affaire qui est sûr et certain. Attends, tu m'as demandé une mise en situation. Oui. Il y a assez de neige pour pas que tu tapes sur un arbre ou une roche. OK? Dans le fond, tu sais, le sol est vraiment couvert, là. Un 8 pouces. Un bon 8 pouces. OK. Qu'est-ce que Dave, pourquoi tu nous parles de 8 pouces? Parce qu'à l'intérieur de la chaîne des montagnes des Adirondacks, quand il y a plus que 8 pouces de neige au sol, les raquettes sont obligatoires. Mais ça, c'est une belle règle que les gens font comme, oui, c'est full obligatoire, mais les gens commencent toutes les trails avec les raquettes sur le dos, ou ils commencent d'un pied, mais qu'après, genre, 5 minutes, ils les enlèvent, qu'ils les mettent sur leur sac, puis qu'ils les remettent jamais. Souvent, dans les sentiers les plus populaires, à moins qu'il y ait eu une bordée de neige la veille, tu vas arriver, puis la trail est tapée. Puis si jamais il y a eu une bordée de neige la veille, puis le sentier est pas populaire, les raquettes, même si c'était pas obligatoire, on les mettrait dans nos pieds. Parce qu'on s'entend qu'à un certain point, quand il y a de la neige, t'as pas le choix de mettre des raquettes. Oh, mais quand la trail est déjà tapée, il y a certaines personnes qui disent que c'est pour pas défoncer la trail. Et je peux comprendre à un certain point, mais il reste que la règle... C'est du gros bon sens. La règle de base, c'est ça, c'est le gros bon sens. Ça, toi, de ta tête. Les gens, parfois, ont des problèmes avec les gros bon sens. Puis c'est pour ça qu'il y a des règles. Les gens abusent.
Exactement. Fait que là, toi, t'as tes spikes dans ton sac. Donc, ouais, c'est ça. T'es Mettons qu'on part, là. T'es Mettons que les gens se demandent comment on fait pour faire de la randonnée d'hiver. Première chose, il faut une bonne paire de bottes. Moi, j'ai des petites bottes, j'aime bien mes bottes, en Gore-Tex, mais je crois pas que c'est... Est-ce que c'est crucial l'hiver? Quand même utile parce que la neige se ramasse dessus, t'as chaud aux pieds, ça fond, tout ça. Je pense que oui, ce n'est quand même nécessaire. Là. En fait, Gore-Tex, non, là, mais que des bottes, ce soit imperméables. Les bottes imperméables, c'est sûr, parce qu'on attend que de nos jours, chaque compagnie a sa membrane maintenant, là, c'est plus la même game qu'avant. Puis moi, juste pour information, moi j'ai des bottes 3 saisons, j'ai même pas des bottes d'hiver. Je mets un bon bas en laine de merino, puis j'ai jamais eu froid aux pieds. Des belles Loa. Puis je m'empêche pas de sortir s'il fait frais. Fait que tu sais, encore une fois, c'est une préférence personnelle. Si vous avez tendance à avoir froid, une botte plus chaude peut faire l'affaire. Là. Mais moi, c'est vraiment les mêmes bottes à l'année longue. Puis je change les bas à l'intérieur, là, puis je m'en sors très bien. Je veux dire, moi j'ai froid quand je bouge pas, puis en randonnée, ben je fais tout l'inverse que de pas bouger. Donc je m'en tire bien. Fait que moi, Dave, c'est un bon point sur les bottes. Ça prend quelque chose qui nous convient. Puis ça, il y a pas vraiment de recette magique là, ce qui te convient, puis ce qui me convient. Allez en essayer, puis c'est ça. Parce qu'on peut toujours lire des reviews online, mais tant que t'es pas dans les pieds, tu le sais pas. Ah, c'est sûr, puis je trouve ça difficile à acheter parce que le meilleur test, ça serait de faire une randonnée avec, mais... Il y a pas grand compagnie qui sont comme, ben oui, allez, scrape mes bottes pendant 15 km puis reviens les porter. Puis ils sentent la charogne en Je les prendrai pas. Exactement. Des bottes. Ensuite, des bâtons. Des bâtons, ça dépend toujours. Des bâtons d'adultes. Okay, là, je me fais niaiser parce que un jour, la première fois que j'ai voulu m'acheter des bâtons, je me pointe à la Mecque, bonne conscience, bonne foi. Je regarde les bâtons, je me dis, c'est cher, hein, 150, 120, 180. Mais là, je vois une paire, $80. Mais là, je comprends pas trop, tu sais. Je regarde, ça a l'air bon. Moi, je me dis, go, let's go, je les achète. Je pars avec. Mais l'affaire, je me suis rendu compte, c'est que c'était des bâtons juniors. Donc, c'est ça, j'ai fait mon premier hike hivernal avec des bâtons juniors. C'est quoi la différence entre des juniors et des adultes? Quand tu mets ton poids dessus, ça rentre assez vite dans le bâton. Les as-tu pétés? Non, je les ai pas brisés, mais quand je les ai ramenés, la petite madame était comme, mais là, est-ce que quelqu'un vous l'avait dit? J'ai peut-être dit oui. J'ai blâmé le conseiller. Ouais, exactement. J'ai peut-être blâmé le conseiller, mais tu sais, ça fait partie de la game, on s'entend. Ouais. Donc c'est ça, une paire de bâtons, bonne paire de bottes, mais en même temps les bâtons c'est pas crucial. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a fait d'autres montagnes avec du monde aussi, puis il y avait pas de bâtons. Ben, en hiver, c'est un point d'appui de plus que des fois est nécessaire, surtout quand c'est vraiment à pic pis glissant. Ouais. Mais on a rencontré bien du monde qui sont de bons randonneurs. Tu sais, le ranger, justement, au lodge, lui, hike sans bâton. Puis il me l'a dit, moi, je prends pas ça des bâtons. Mais, écoute, c'est personnel, puis je pense que... parce que c'est un cassé, dans le fond. Ouais, je sais pas combien qui gagne à être ranger dans une montagne, là. Quand même fun. Tu fais ce que t'aimes, par exemple. Ouais, je sais, mais ce que je veux dire, c'est rendu là, c'est un peu comme les bottes, là, le modèle de bottes, t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Les deux sont possibles, mais moi, l'hiver, je me passerais pas de ce point d'appui-là. Mais l'été, je trouve ça absurde, puis il reste pas mal souvent dans le sac, là, s'il y a de l'attraction. Mais, Dave, tu me parlais de ta stratégie, là, avec les coups de bâton au sol, que si jamais t'as comme le bon piquage, là, ça fait une différence. Ouais. Des fois, on passe des bulles puis on check dans le dark YouTube puis on trouve quand tu tombes How to pole. How to pole, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, la dernière fois, je parlais à Flamand puis on parlait de ça, des techniques de polage puis on va peut-être mettre un lien de la madame, là, qui nous expliquait ça, mais moi, sérieusement, je vois la différence. Si vraiment tu times tes pôles puis tu dépasses jamais tes pieds avec tes pôles puis tu pousses vraiment avec tes épaules, moi, je vois que ça fait une différence. Ouais, t'as moins de poids sur toi. C'est moins stressant sur tes jambes. Exactement, c'est moins stressant puis t'as moins de poids sur toi. Donc, épaules, des bottes, des spikes, des micro-spikes. Des micro-spikes, c'était le 3e ingrédient, exactement. Donc ça, c'est quand il y a de la glace. Des micro-spikes. Achetez pas les twirly, là, ou genre les chaînes. C'est de la boîte. Ça ne marche pas. Ça, c'est fait pour quand tu veux faire de la ville. Tu veux marcher sur le trottoir puis tu veux pas te planter. Mais, vraiment, micro-spike, Katou, là, genre, il faut vraiment des Hillsound, c'est ça? Hillsound aussi, qui font des comparables, des trail crampons. C'est pas mal les populaires qu'on voit. C'est soit les Hillsound ou les Microspike qu'on va voir à ces trails, là, au niveau des petits crampons, là, qui sont pas mal les... Je dirais que les Microspike, au Québec, c'est pas mal les plus populaires qu'on a vus. Ouais.
Vous autres, vous avez des Hailstorm, mais vous avez acheté ça où, ça? Pas à l'Express, hein? Non, moi j'ai acheté ça dans un magasin de plein air à Saint-Jean-sur-Richelieu, chez L'Homme-d'Aérosport. C'est plein air, c'est chasse et pêche. C'est là que je les ai pris. J'avais eu une carte cadeau à Noël il y a quelques années là-dessus. Bien satisfait. Eux autres, ils vendent ça, comme j'ai dit, chasse et pêche, parce que c'est pour les gars qui font de la pêche sur la glace. Ils aiment bien ces crampons-là. Mais je pense que, encore une fois, l'important, c'est d'en acheter qui vont être un peu agressifs pour la trail, mais surtout qui vont bien fitter sur tes bottes. Souvent, justement, ces forums de gens, on voit, hey, est-ce qu'il y en a qui peuvent ouvrir l'œil sur Whiteface? J'ai perdu mon crampon gauche. Ça, c'est un mystère pour moi. Comment tu peux perdre ton crampon pendant que tu l'as sur le pied? Mais en fait, si tu le perds puis tu t'en rends pas compte, c'est que t'en avais pas sac. Ou t'en avais pas de besoin d'un pied. Ouais, même encore là, les gens, là, en tout cas. Non, c'est un mystère. Et ensuite, mettons qu'on là, on a 4 items. Il manque les raquettes. Oh, mais les raquettes encore là, ça dépend toujours. On parle de base, vraiment de base. Mais de base, moi, j'irais que des raquettes. T'aurais fait des raquettes sur Whiteface? Ouais, ouais. Hein? Ouais. Quand ça? Même à la fin, il y avait pas. La neige était tapée, il était dur. Ouais, mais ce que je veux dire, mettons, là, que t'as 100, tu veux t'acheter soit des crampons ou des raquettes. Moi, je prendrais des raquettes puis j'aurais les crampons en dessous. OK. Je pense, c'est vrai que ça. OK. Je suis pas d'accord, mais moi, je trouve que randonnée, ça dépend toujours de la randonnée hivernale et des conditions, mais t'as pas tout le temps besoin de raquettes. Mais mettons, dans l'idéal, ça prend les deux. Oui. Ça prend les deux dans l'idéal. En effet. Et, très important, moi, petit truc. Il faut 2 paires de gants. Il vous faut 2 paires de gants. OK? Parce que ta paire de gants, tu vas mouiller puis t'auras pas de plaisir quand tu vas redescendre. Mais en fait, surtout l'hiver, tu vas la mouiller parce que t'as chaud. Ouais, puis tu tombes dans la neige. Parfois, quand la traction est pas bonne, oui. Tu tombes dans la neige. On neige. se met les mains dans la neige pour s'appuyer. En fait, quand on avance dans l'hiver, les arbres, les sapins, surtout au sommet, là, parce que plus on monte, moins il y a de feuillus, puis plus il y a de conifères. À 2000 pieds, 3000? 3000 à peu près. 3000 pieds, on a on voit la dispersion des feuillus. line, comme on appelle. Puis à ce moment-là, les arbres sont loadés de neige, puis quand on veut s'appuyer ou se tirer en grimpant, on se met les mains dans la neige, puis là, on a les mains chaudes. Pas juste la ça neige, aussi. ça mouille. Quand on passe en détour d'une branche remplie de neige, puis que notre sac qui est un petit peu plus haut que nous autres accroche ça, puis que ça nous tombe dans le cou, c'est pas tout le temps plaisant. Mm-hmm. Non, c'est clair. Fait que là, on a des raquettes. Toi, tu mets quoi comme manteau, Dave? Donc, moi, j'ai beaucoup de petits trucs. J'y vais des fois avec, j'ai un petit jazz. Mettons qu'on y va vraiment de base, là. On met un first layer. Après ça, tu mets un genre de petit truc zip-up. Je sais pas trop comment qu'on les appelle, là, mais en laine de mérino. Mm-hmm. Et ensuite, soit que tu mets un jacket, soit que tu mets une doudoune. Et ensuite, vraiment, final, t'as ton shell. Que tu peux mettre. Ouais. Si, quand t'es au top, mettons, tu veux manger ta sandwich puis qu'ils vendent un petit coupe-vent de quoi. Ouais, c'est clair. Je sais que nous, notre ami Jacques, shout out. Shout out à Jacques qui est pas là. Il trouve il est dans l'Ouest. C'est un trouveur. Il trouve des choses dans les trails. Ouais, c'est vrai. Dans les Adirondacks, comme on dit tantôt, c'est populaire. C'est pas rare qu'il revient avec un t-shirt ou de plus qu'il y avait qu'en partant. Les gens, comme les crampons, mais je pense que c'est plus délibéré. Ils font comme un pit stop là pour changer leurs vêtements, puis ils laissent une pole, un gant. Une petite bobette. Bobette? je devais pas être là à ce randonnée-là, mais écoutez, si quelqu'un avait chaud puis voulait être à l'aise, je vois pas pourquoi il a pas enlevé ça. Ouais. C'est accepté. C'est accepté. Fait que là, je pense qu'on a un bon starter kit pour aller en rando l'hiver, là, avec tout ce qu'on a dit. Ouais. Puis un bandeau en polar. Ah ouais. Moi, je suis un grand fan de bandeau parce que j'aime ça sur le top. La chaleur sort sur le top de ma tête. Parce que sinon, une tuque, c'est chaud. Mais là, on s'est dit qu'on allait investir peut-être l'hiver prochain. Une tuque de ski de fond? Une tuque de ski de fond. On va être racer. Ouais, bien collé. C'est sûr qu'une tuque de ski de fond, c'est avec des matériaux qui vont expulser l'humidité. Mais toi, Flamand, t'es un gars de membrane aussi, je pense, hein? Un gars de membrane. Qu'est-ce que tu mets sur ta tête, toi, l'hiver? Même, quand c'est pas trop froid, mais que c'est l'hiver quand même. Une casquette. Une casquette en quoi? En Gore-Tex. Oh! Ah ouais, c'est tellement inutile. Mais... C'est comme avoir tu sais, on va vous le dire, là, le Gore-Tex, là, c'est un sac de poubelle évolué. Ouais, c'est ça qu'on s'est fait dire par un conseiller de vêtements de plein air sur la rue Mont-Royal. C'est pour ça que tout de suite après, je me suis acheté une casquette en dry Q. J'ai pas trop écouté ce qu'il me disait. Non, mais c'est ça. C'est pour qu'ils puissent passer leur restant de membrane. Donc, je pense que c'est du recyclage si on fait ça. C'est bon pour l'environnement.
J'espère bien. On espère. Donc là, fait que là, on a plein d'affaires. Dans ton pack-sac, là, tu traînes ce que tu utilises pas. Fait que tu sais, tes couches que t'as pas utilisées, puis tu traînes, moi, je traîne mon lunch et tout, là. Oui. Là, ce qu'il faut faire attention. Faut faire attention l'hiver. Faut faire attention l'hiver, dans notre boîte à lunch. Pas la même chose que l'été. Bien sûr que non. La première chose, là, moi, je bois du Gatorade bleu. OK. Puis ce qui est bien important de faire, je vous le dis tout de suite, ça va paraître niaiseux, mais prenez une bonne gorgée dans chacune de vos bouteilles, que ce soit de l'eau, peu importe, avant de partir. Ça fait quoi, ça? Ça fait que, disons, votre Gatorade, s'il est bien plein, quand vous marchez, il y aura pas beaucoup de mouvement à l'intérieur, donc ça va finir en slush puis en glace. Donc ça arrive souvent que le monde, leur breuvage, en fait, il gèle. Moi, ce que je fais, j'aime mieux avoir 2 bouteilles remplies à moitié qu'une bouteille remplie pleine. Au final, ça prend un petit peu plus de place dans votre sac. Vous avez autant de liquide, puis avec le mouvement, ça va pas geler. Surtout si la bouteille est, mettons, dans une poche extérieure. Parce que quand c'est à l'intérieur, c'est pas si pire. Ouais, il y a quand même un minimum d'isolation, mais on s'entend aussi, là, il faut pas qu'il fasse moins 30. Là. Puis là, ici, on parle de randonnée. Moins 30, on sera pas dehors. Tu vas perdre ton nez. On parle d'une randonnée aussi dans une journée, là. C'est sûr que si on partait 3-4 jours en camping l'hiver, là, il y aurait d'autres précautions à prendre, genre on va boire de la neige qu'on va faire fondre dans un dans un petit réchaud. Ça serait un peu plus intense. Donc c'est ça, moi j'aime bien avoir des bouteilles remplies à moitié. Moi je prends pas de Camelback ni l'été ni l'hiver, fait que je peux pas partager mes expériences. Non, mais je vous dirais que le hiking, c'est une grosse affaire ça coûte cher s'équiper. Et à un certain point, c'est petit peu par petit peu, t'en achètes. Puis là, tu te rends compte qu'un équipement que tu utilisais pas avant, mais c'est vraiment intéressant. Puis là, tu te dis, il faut que tout le monde utilise ça. Fait que je pense que c'est ça qui se passe aussi avec les gens qui ont des crampons. C'est qu'il y en avait pas avant, mais là, un jour, ils s'en ont acheté, puis ils ont fait, oh my God, c'est la vie. Fait que là, ils veulent que tout le monde en porte. Parce qu'ils voient la différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Ouais, mais c'est pas un prérequis, là. C'est pas un prérequis. Comme Dave, il dit, t'es mieux, à mon avis, là, c'est un ordre. OK. T'es mieux de t'équiper en choses de qualité moins vite qu'en scrap ben vite. Est-ce que t'aurais un site où on pourrait acheter ta scrap? Ben, en fait, on peut en acheter un peu partout. Moi, je suis un fan des spéciaux. Shout-out à AliExpress. Alibaba, ça c'est de la scrap, mais aussi... De qualité... douteuse. On m'enlève les mots de la bouche. Il faut savoir aussi, au couper une bouteille d'eau cheap par rapport à une bouteille d'eau pas cheap, vas-tu voir la différence? Je crois pas, mais des crampons ou des bottes, par exemple, tu sais, en ligne, tu peux t'acheter une paire de bottes de 20$, il va tout avoir les mots-clés, genre hiking, confortable, puis ça sera peut-être pas nécessairement confortable ni de hiking. Fake news. Autre chose pour les bouteilles d'eau, moi je les mets proche de mon dos. Dans le sac, là, si je les mets plus à l'extérieur, ben c'est plus loin de la chaleur que je dégage. Moi, je dégage bien de la chaleur. Une fournaise. C'est ça qu'ils disent. Fait que ça l'aide un peu à garder ça au chaud. Jacques, qui a un Camelback, il a eu des problèmes d'isolation de son tuyau. Oui. C'est très important. Le Camelback, même si le tuyau est isolé, c'est important, il faut... Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a une gaine isolante, oui, là, exactement. de mousse. Il y a des Camelback qui existent avec des tuyaux qui sont déjà tout isolés pis tout ça. Mais c'est très important qu'un coup qu'on ait fini de boire, faut souffler dans le tuyau, parce que sinon, même si c'est isolé, le tuyau va geler, puis après ça, vous êtes fait. C'est fini. C'est fini, t'as plus d'eau. Mais en fait, ce qui arrive en soufflant, c'est que l'eau qui est dans la paille, là, qui part de ton dos jusqu'à ta bouche, ben, est repoussée dans le réservoir à l'arrière, donc il n'y a plus rien dans le tuyau, donc tu vas être capable d'après ça de refaire le vide avec ta bouche puis de boire. Fait que là, moi, dans mon pack-sac, j'ai bu. T'as-tu mangé? Pas encore mangé. Pas encore T'es mangé. un gourmand, moi. Là, moi, j'ai bu. Mais j'étais un gars de saveur. J'étais un épicurien. Oui. J'ai pas mangé. J'ai pas mangé. Fait que, tu manges quoi de tes rando? C'est sûr que moi, je dois vous avouer, je vais faire une confidence drette là, pour que vous appreniez à me connaître. Moi, j'étais un grand fan de gastronomie de dépanneur. Un amateur des artisans de coin d'avenue. Un épicurien d'intersection. Donc ça vient de mon jeune temps où j'étais pompiste. J'ai développé un amour pour le saucisson de dépanneur. Au dépanneur, on arrête souvent avant d'aller en randonnée, il y a le combo qui dans le même paquet, c'est un saucisson épicé avec un cheddar
orange. Sérieusement, on pourrait mettre la photo sur le groupe, là, vous allez voir, c'est dirt. C'est dirt, je vais vous C'est montrer. ce que j'ai à dire. C'est ça, c'est pas très charmant, mais aussitôt que t'as ça en bouche, t'oublies tous tes problèmes. Ça pourrait régler des guerres, c'est pas difficile. Les Slim Jim, ça réglerait des guerres. Pis tu sais, juste pour donner une idée, là, c'est le genre de fromage qui a pas besoin d'être conservé au réfrigérateur pour vous donner une idée de la qualité. Oui. C'est du produit de renom, de qualité. Produit de renom. Fait que, ouais, mais ça, c'est ce que je mange avant. Mais en rando, ce qu'il faut faire attention l'hiver, c'est pas que ça gèle. Fait qu'on favorise les choses qui sont sèches. Exact. Dave, c'est un fan de petits pois wasabi. Ouais, c'est la petite collation. C'est des petits pois wasabi, ça donne un peu, ça te pique dans le nez puis ça donne un peu d'énergie. Mais moi, non, quand je fais des hikes, c'est sûr que c'est soit une sandwich, que soit t'achètes au dépanneur, ou que tu te la fais toi-même, parce que t'es un adulte responsable. Mais récemment, j'ai essayé ça la dernière fois, puis j'ai bien apprécié. Puis ça, je pense que ça l'a inspiré. Les wraps, ça? Non, pas les wraps. Les œufs à la coque. Les œufs à la coque, c'est une très bonne source de protéines. Je pense que c'est comme la deuxième, là, après genre une couple d'affaires, là, que c'est que les protéines, là. C'est excellent pour quand tu fais du hike. Ouais, pis je pense que, faut faire attention. T'as une mauvaise expérience. Faut pas en manger trop pis trop vite. Ah ouais, ça c'est un autre affaire. Ça te fait une motte sur l'estomac qui est pas pire quand t'en manges trop. Je pense que Jacques aussi a subi le même problème que moi la dernière fois. Shout-out à Jacques. Shout-out à Jacques. Il y a eu un petit, j'ai vu qu'après son troisième, là, T'es moins fringant dans le sentier. C'est ça. T'es moins fringant dans le sentier. Exactement. Un peu plus que toi, par exemple, là, mettons. Ouais, moi, j'avais eu des problèmes. J'avais fait pas mal de sport la veille. T'es magané? Ouais. T'es magané? Un peu, oui. Un peu. Fait que, ok, on a mangé, on a bu, on a du stock, on est content, là. On est content. Mais moi, j'aimais ça. Je voulais dire un petit fait tantôt, mais il n'y a pas eu le temps. C'est l'histoire d'Esther. Est-ce que tu connais l'histoire de la montagne? Fait que ça, Esther, c'est la moment donné que t'arrives à la fourche en allant à Whiteface, tu vires à gauche, on a pas assez parlé d'Esther, je pense. On devrait revenir sur elle, là. C'est une petite montagne, oui, mais quand même, faut lui donner son dû. Ouais. Puis nous autres, on aime bien en faire deux quand on part. Surtout quand il y a un sentier ou une... Peak Bangers. Surtout que c'est un sentier, quand il y a une fourche ou une loupe à faire, ben, on la fait. On aime bien ça combiner. Je pense que ça ajoute au défi puis à la beauté. Puis comme Dave disait, ben, quand on est sur la plus petite des deux, on voit la plus grosse des deux. C'est ça. Gardez l'œil sur l'objectif. Exactement. Fait que là, tu disais quoi, Esther? C'est le nom de l'autre montagne à côté. Donc c'est ça, Esther, dans le fond, le mont Esther, ça a été nommé en l'honneur de la première personne qui l'a monté. C'est une jeune fille elle avait 15 ans. Elle était en 1839. Donc là, je vais vous laisser un petit peu sink in, là. En 1839, il n'y en a pas de trail, là. Le premier recorded hike, en fait. Mais ce qui est drôle à dire, c'est qu'elle, dans le fond, elle essayait de se rendre à Whiteface. Elle voulait faire du ski. Fait qu'elle, dans le fond, elle était juste perdue, là. Elle savait pas, là, mais elle s'est rendue sur Esther. Ben, en fait, je sais même pas c'était quoi le nom dans le temps. Mais elle s'est rendue là, puis elle a fait, je suis sur Whiteface. Mais non. Elle s'est trompée un peu. Comment qu'elle a fait? Une question plutôt philosophique. Comment qu'ils ont fait? Mettons, elle à 15 ans, elle va là toute seule, elle monte, elle redescend, elle va voir ses amis, ses parents, elle dit, moi, j'ai monté Whiteface. Puis là, ils disent, non, t'étais pas sur Whiteface. Elle fait, oui, j'étais sur Whiteface, j'étais comme sur une montagne, à côté d'une montagne. Comment ils ont fait pour savoir que c'était pas vrai? C'est une bonne question, Flamand, j'en ai aucune idée. C'est pas la vraie Whiteface, c'est l'autre Whiteface. Ok, fait que peut-être que tout ça, c'était un gros scam, pis elle était vraiment sur Whiteface. Qui sait? Esther Macomb, t'es quand même une perdue. Mais bon. Donc, un peu dans le même style de Whiteface, Esther, il y a 3 manières de se rendre. Donc, soit qu'on y va vis-à-vis l'autoroute. Encore là, c'est vraiment plus facile, mais tu sais, on s'entend que parfois, mettons, tu veux entraîner ton petit chiot, ou t'as des enfants très jeunes, ou des personnes plus âgées. Ça peut être quand même, tu sais, un mini hike qui est pas mauvaise. Ah oui, ce qui pourrait être le fun, c'est que tu montes en charge jusqu'à Whiteface, tu descends jusqu'à Esther, puis tu remontes à Whiteface. Ah, ça peut être bon. Pour commencer, ouais, ça peut être cool. Donc, c'est ça, il y a vraiment trois places via l'autoroute, via Whiteface, comme nous on l'a fait à partir du réservoir, ou tu peux aussi faire à travers Marble Mountain Road, qui est un autre chemin que tu peux prendre à partir de l'autoroute. Puis dans le fond, c'est qu'au lieu de partir d'un côté de la montagne, tu vas partir de l'autre côté de la montagne. Donc, mais à la fin, toutes les semaines mènent... Toutes les semaines mènent à Whiteface? Même quand t'es perdu? Ouais, même quand t'es perdu, toutes les semaines mènent à Whiteface. Même quand t'as bien chaud. Un peu, oui. Fait que ça fait-tu le tour de Whiteface pis Esther? Ça fait pas mal le tour. Ouais. Parler de tout ce qu'il y avait à dire là-dessus.
Alright. Fait que ça fait le tour de notre émission pour aujourd'hui, je pense bien. Ouais, en fait, on voulait faire des petites émissions qui reviennent récurremment. Puis des petites chroniques, s'il vous plaît, des chroniques, désolé. C'est ça, des chroniques. C'est sûr qu'on va souvent parler de nos histoires de rando. On vous a parlé de Whiteface. On en a fait pas mal. On va vous en partager. On va vous parler un peu de l'équipement, de ce qu'on appelle, de ce qu'on apporte, de l'information qu'on peut trouver, des applications qui sont utiles, des groupes, des sites à suivre là pour ceux qui veulent découvrir des nouveaux sentiers à randonner. Autre chose qui peut être super intéressant sur Whiteface, tu peux emmener ton chien. Oui. Fait toujours que, intéressant. Je sais qu'au Québec, par exemple, au Québec, il n'y a pas beaucoup de trails. il y a pas vraiment beaucoup de sentiers pour les chiens. Certaines. Tu peux? Dans certaines. Je sais pas, je sais que la plus populaire, c'est le Round Top. Je sais pas si au Round Top on peut à certaines. C'est ça, je pense pas que tu peux aller, je pense qu'il y a certains sentiers que tu peux, mais pas tous. Ouais, c'est ça. Dans les Adirondacks, la très grande majorité, ce qui est le cool, pour ceux qui ont des chiens, c'est que tu peux apporter ton chien. En effet. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Amène le dogo. Dogo à maison. Dogo à maison. Je sais juste, par exemple, que c'est aux États-Unis, les douanes avec un chien, c'est compliqué? C'est genre, t'as son certificat de naissance pis de vaccin. Y a-tu un passeport pour le chien? Je sais pas. Aucune idée. On n'a pas de chien. Nos auditeurs, a.k.a. non, vous nous enverrez ça sur le groupe? Ouais, si vous autres, votre chien, il peut traverser la douane sans problème ou s'il se fait fouiller, il se fait fouiller, écoute. Le chien, ça fait... chien. Donc, on va terminer. Moi, j'aime bien ça. J'étais un gars qui aime lire. Je vais terminer sur une citation de John Muir, qui est un écrivain, grand défenseur de la nature. C'est un des premiers qui a tenu à cœur la vallée de Yosemite. En Californie. C'est lui qu'on a les parcs. Ouais, lui puis un président américain qui s'appelait Roosevelt. Franklin. C'est ça, dans son œuvre 1500 km à pied à travers l'Amérique profonde. Donc écrit entre 1867 et 1869, on s'entend dans ces années-là, les dates c'était plus approximatif qu'aujourd'hui. Il allait avec le pouce on essaie de. Puis pour vous autres, ça change rien. Dites-vous juste que ça fait longtemps. Donc il a dit: je me sentais complètement perdu au milieu de ces foules immenses, du vacarme, des rues et de ces immeubles énormes. Je me disais souvent que cette ville, j'irais volontiers l'explorer si, comme une région de collines et de vallées sauvages, elle était vide d'habitants. Autre chose qu'on voulait vous parler aujourd'hui, avant vraiment de vous laisser tranquille, c'est Whiteface. C'est une montagne, puis il se passe des choses étranges. Je vais vous raconter l'histoire d'un groupe de pompiers de Toronto. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres? Ils s'en vont faire du ski à Whiteface, comme vraiment une des plus grosses montagnes dans le coin. Je pense que c'est la plus proche dans le, mettons, en dedans en Amérique, dans le fond. C'est la plus proche en Amérique, sur laquelle il y a eu des compétitions olympiques, right? Yo non sais. Les Olympiques d'hiver proches, il n'y en a pas eu proche. Le plus proche, c'est Vancouver, là. C'est Salt Lake City. Ouais, je pense que la plus proche, c'est ça. Fait que c'est une montagne qui a quand même beaucoup qui a du renom. Puis ce gars-là, Konstantinos Philippidis, ce gars-là, il va faire du ski avec ses amis. OK? Puis là, vers la fin de la journée, toute la gang de pompiers ensemble, ils se disent, bon, on retourne au char. Lui, c'est pas comme moi, c'est pas un skieur du dimanche. Ben, peut-être que c'est un skieur du dimanche, finalement. Mais il dit à ses chums pompiers, m'en faire un autre. Fait que le gars repogne la chaise, monte en haut, puis il redescend jamais. Mais il redescend jamais. Je veux dire, ses amis, ils l'attendent en bas, sont au chalet, tu sais, ils font de la presqu'île au chalet. Puis là, un moment donné, ben, ils commencent à s'inquiéter. Konstantinos, il est pas revenu. Fait que là, commence à s'inquiéter. Il voit qu'il est pas parti, son char est dans le parking. Son linge est encore dans le chalet. Fait que tu sais, visiblement, il est encore sur la montagne. Puis là, après un certain temps, ben, il appelle les autorités en place. Se mettent à faire des recherches. Les pompiers y aident aussi. Faut retrouver notre ami. Il doit y être arrivé quelque chose. Comme on disait, il y a la trail de hiking, par exemple. C'est une très, très grande montagne. Puis on peut redescendre à peu près tout le tour en ski si on est périlleux. Fait que je sais pas si lui, c'est un skieur de backcountry. Il a un sous-bois puis il s'est perdu. C'est ça. Donc là, les recherches prennent place. Puis ça, on s'entend, il est disparu le 7 février. 7 février dernier. Ouais. Très, très important. Donc, en fait, au final, il y a eu 165 personnes qui l'ont cherché. Ils l'ont jamais retrouvé sa montagne.
Puis là, c'est resté comme ça, donc on pensait qu'il était probablement décédé ou quoi que ce soit. Puis quelques jours plus tard, ils l'ont retrouvé. Ils l'ont retrouvé, Flamand, juste pour un plaisir? Ils l'ont retrouvé en Californie, à Sacramento. Il avait-tu encore son saut de ski? Ouais, le gars était encore habillé en ski à Sacramento. Il avait chaud un peu. Ouais. Et puis les circonstances de son apparition à Sacramento sont pas claires. Moi, ce que je me demande, tu sais, le gars, il était-tu en autobus ou il a-tu rentré dans l'avion avec ses bottes? On le sait pas. C'est un gros mystère, mais ça nous avait fait vraiment rire cet hiver quand c'est arrivé cette histoire-là. Et c'est ça, c'est vraiment... Sûrement, il a reçu un coup à la tête. Il s'en est pas rendu compte, il est redescendu. Ben, ce qu'il a dit, c'est qu'il pense qu'il s'est blessé sur la piste de ski. Puis il se rappelle pas beaucoup de choses. Il se rappelle avoir crawled into a truck. Donc, on pourrait traduire ça en comme ramper dans un camion. Puis c'est tout ce qu'il se rappelle. Puis aussi, tu sais, il y a des gens qui pourraient dire, ben, il a pris l'avion, puis tu sais, il voulait se sauver de sa femme ou de ses enfants ou quoi que ce soit. Mais toutes ces pièces d'identité, son passeport, c'était tout à l'hôtel qu'il avait loué avec ses amis pompiers à New York. Donc, un Canadien qui prend l'avion de New York à Sacramento sans pièces d'identité, c'est assez peu probable. Donc, pour l'instant, on n'a pas vraiment plus de détails sur ce qui a pu se passer. Écoute, toutes les hypothèses sont valides, mais un gars habillé en ski qu'on retrouve à Sacramento, puis que la seule chose qu'il se rappelle, c'est d'avoir été en ski au mont Whiteface. C'est une bonne histoire de brosse. Je sais pas si c'est une histoire de brosse. On le sait pas. Ça a été une des plus grosses recherches d'une personne dans la montagne de Whiteface, comme je disais tantôt, là, plus de 165 personnes qui ont participé au total, puis 120 simultanément. Donc, ils ont fait de la recherche dans les trails de ski, en fait, tout autour de la montagne. Ils ont regardé partout, puis ils l'ont jamais trouvé. Puis comme Monsieur London, qui est comme le gars du département de la forêt, traduction libre, lui, il se rappelle pas d'avoir vu une recherche de cette ampleur avant. C'est vraiment nébuleux. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les pompiers de Toronto se tiennent. Les pompiers de Toronto se tiennent. Pourquoi je dis ça? Parce que plus de 100 pompiers de Toronto ont participé à la recherche. Donc, sur les 165, ben, c'est 100 de ses amis. Puis 80 simultanément là, sur la dernière journée de recherche. Donc, c'est quoi son nom déjà? Philly, c'est quoi? Genre de grec. Constantinos, Danny, Philippe, Constantinos, Danny. Okay. Donc, good job, Constantinos. Ouais, c'est ça, bravo. C'est à cause de toi qu'on a des Rangers qui sont pas contents contre le monde. Exactement. Puis, ben, ceux qui ont fait les recherches, dont les pompiers, justement, ils tenaient à remercier la population environnante. Là, ils se sont fait offrir l'hébergement gratuitement autour de la montagne de Whiteface là, pour les recherches, puis ils se sont même fait offrir de la bouffe gratuite. Donc, il y a encore du bien dans l'humanité. Exactement. Donc, on voulait terminer avec cette petite anecdote-là sur le mont Whiteface qui était assez comique. Moi, je veux dire... Moi, je l'ai ri. J'ai très ri. Puis, tu sais, si on prend les États-Unis, puis on tire une ligne la plus longue, tu sais, ça va comme être une diagonale entre le nord-est puis le sud-ouest, c'est pas mal des Adirondacks à Sacramento. Il aurait pas pu aller plus loin. Donc c'est ça. Donc, Whiteface, montagne mystérieuse. La montagne du mystère sur ceci. On sait quand on commence, mais on sait pas où on finit. Puis ce Danny-là, non plus, ça fait pas. Il savait pas où ça finissait. Ouais. Donc, merci David. Merci à toi, Flamand. Puis, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de dehors. Dans 2 semaines. 2 semaines. Alright. Ciao tout le monde. Bye bye. À dehors.